Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Patrick Buisson, historien, politologue, conseiller politique. Il est aussi notamment auteur de La cause du peuple. Et aujourd'hui, il présente son nouveau livre, La fin d'un monde, chez Albin Michel. Et il fut conseiller longtemps de Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Et il anima longuement, d'abord il dirigea la chaîne Histoire et il fit beaucoup de films très intéressants, documentaires et des livres évidemment sur les guerres, La cause du peuple notamment. Et là, Patrick Buisson sort La fin d'un monde. Mais franchement, quand on vous lit Patrick Buisson, on a l'impression que c'est la fin du monde. C'est même pas la fin d'un monde, parce que... Alors, vous y allez très fort. Là, il faut dire que vous tirez à balles réelles, mais alors surtout. C'est-à-dire que ce qui reste, c'est vraiment, on peut dire, pour solde de tout compte, et cet avis tient lieu de faire part. L'Église, depuis Vatican II... Alors, vous commencez en 1962, enfin, les années 60, tout est là et tout a basculé. L'Église avec Vatican II, le freudisme, le sexisme, les prêtres mariés, les prêtres défroqués, on va en parler de tout ça. Évidemment, l'évacuation de la mort, évidemment, on ne meurt plus, ça n'existe plus, la mort, comme chacun sait, alors que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Vous parlez du père, de l'autorité, effectivement, du patriarcat, de la faiblesse de mai 68, évidemment, de la pilule, du mal, la disparition du mal, et puis évidemment, n'hésitant devant aucun calembour, et délivrez-nous du mal, bien sûr. Et puis, la télévision, effectivement, la libération pour le travail, comment la France rurale, alors très grand partie du livre sur les paysans, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus, comment tout ça s'est décomposé. Mais alors, qu'est-ce qui reste, Patrick Buisson? Vraiment, quand on lit votre livre, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, mais on se dit, attendez, on va faire comment? On numérote les abattis. Qu'est-ce qui va rester des décombres de cette France? Non, André Berkov, je crois que... Alors, je peut-être me suis mal fait comprendre. C'est vrai que ces 15 années, j'ai appelé les 15 piteuses, à l'intérieur des 30 glorieuses, oui, ont été une grande braderie. Oui, voilà, tout ce sur quoi reposait cette civilisation rurale, catholique, patriarcale, millénaire, a été liquidée. Mais l'ambiguïté, c'est quoi? Alors évidemment, quand on fait un bandeau, c'est l'option de mon éditeur, oui, c'était mieux avant. On se dit, bon, voilà, on a affaire au livre d'un réactionnaire qui vient nous raconter quoi? Que tout était mieux avant? Non, certainement pas. Vous l'avez, comme moi, connu, ce monde ancien. Vous savez ce qu'il pouvait avoir de féroce, de cruel parfois, de dur. Mais vous savez aussi une chose, c'est que les 50 années qui viennent de s'écouler nous ont apporté de merveilleuses conquêtes qui sont, pour la plupart du temps, des progrès techniques. Voilà. En revanche, ce que nous avons perdu se mesure pas, évidemment, sur le plan technique, où là, il n'y a pas de débat possible. Personne ne conteste les apports du progrès, encore que les progrès soient parfois paradoxaux. On pourra en parler pour la révolution agricole. Ce que nous avons perdu relève de l'humanité et de la sociabilité. On est passé d'une société où la communauté était forte, où les liens sociaux étaient forts, ils se nouaient dans l'atelier, ils se nouaient au bistrot, ils se nouaient dans les églises, ils se nouaient dans tous ces lieux de socialité où vivaient les Français. On est passé de cette société communautaire, voilà, même les deux mots méritent d'être accolés, communauté à une dimension encore plus de lien, communauté humaine, communauté de lien, etc. À une société individualiste, voilà, où nous avons perdu toutes les valeurs qui étaient liées à cette humanité, l'entraide, le dévouement au bien commun, la légèreté, la gaieté, la joie de vivre, parfois même la pudeur aussi, la révolution sexuelle est passée par là. On a perdu, finalement, tout ce qui faisait le sel et donnait du sens à la vie. Vous voyez, mon livre a évidemment beaucoup l'accent sur ce qui s'est passé dans l'Église, mais il faut bien voir qu'on était dans une société... Ce que nous avons perdu, en fait, c'est ce qui faisait sens. Les grands pourvoyeurs de sens, les réservoirs de sens, il y en avait 3. Il y avait la religion transcendante, le catholicisme, il y avait la religion séculière, plus horizontale, qui était le patriotisme, encore très fort, et puis il y avait le messianisme communiste, qui prétendait faire la révolution à travers la classe ouvrière, l'œuvre du prolétariat. Eh bien, toutes ces grandes machines, ces appareils verticaux qui donnaient aux hommes des raisons de vivre et de mourir, de se retrouver dans des lieux de sociabilité, ont disparu. Et c'est l'effondrement. Quand les murs porteurs s'effondrent, eh bien, l'édifice
part avec. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc je ne suis pas là en train, avec complaisance, de contempler un champ de ruines en disant « Regardez !» Non, il faut, pour comprendre la mésaventure dans laquelle nous sommes embarqués, comprendre que ces murs porteurs ont disparu. Nous sommes une société du vide. Plus rien ne fait sens. Nous sommes dans une panne. On le voit avec la pandémie. On n'a pas de système explicatif. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau de grands invariants anthropologiques comme le suicide. En période de fléau, en période de tremblement de terre, de guerre, etc., les gens se suicident plus. Ils sont tellement occupés à survivre que le mal de vivre, ils ne connaissent pas. Ils ont tellement du mal à être qu'ils ne peuvent pas se préoccuper du mal d'être. Et bien là, pour la première fois, dans une période aussi, cet épisode régressif qu'est une pandémie, le taux de suicide n'a pas reculé. Et en revanche, la consommation de psychotropes a explosé. Ça, c'est pas nouveau, hein, en France. C'est vrai, mais elle a explosé. Moi, on avait 65 millions de boîtes, on est les recordman du monde. C'est vrai. Mais donc, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a plus de système qui fasse sens, qui donne... c'est l'expression de Marcel Gaucher, nous vivons à nu, sans la protection des dieux. Alors le Dieu pouvait s'appeler le Christ, il pouvait s'appeler la patrie, il pouvait s'appeler la classe ouvrière, mais il y avait un système de protection collective qui fonctionnait. Il n'en existe plus. Vous voulez dire que le sens a disparu. D'abord, le bien collectif, on ne sait plus ce que c'est, et le sens, effectivement, a disparu. Sauf que, quand même, quand on entre dans votre livre, qui est passionnant, parce que vous amenez énormément de faits, de dates, vous donnez des explications en permanence, c'est ce qui est passé, mais on a l'impression quand même, est-ce que vous pensez vraiment que le sort des femmes, quand elles étaient, vous le dites pas comme ça, enfin, quand elles étaient là pour aller, pour faire la cuisine et faire des enfants, il y avait quand même ça, parce que il y a un grand chapitre sur les femmes, vous parlez d'ailleurs, vous parlez beaucoup de la télévision et des feuilletons qu'il y a eu dans les années 60, etc. Enfin, il est quand même pas fâcheux que les femmes puissent avoir l'indépendance économique, avoir un métier, sortir effectivement du rôle millénaire, je dirais, au centre qu'on leur a donné. Et vous avez l'impression quand même, Patrick Buisson, des fois, de dire oui, mais on a perdu autre chose avec ça. Qu'est-ce qu'on a perdu alors que qu'un être humain doit quand même avoir son autonomie et sa liberté, y compris économique. Alors, d'abord, comme vous le savez, André Berkoff, le travail féminin ne date pas des années 70. Même il était en recul dans les années 70. Le travail féminin était beaucoup plus important, par exemple, au début du siècle. Donc, oui, mais c'était... Oui, d'accord. Alors, c'était à l'intérieur souvent de la famille, notamment de la paysannerie. C'est ça. Et elle travaillait à l'intérieur de ce qu'on appelle l'oikos, c'est-à-dire le foyer, qui est en fait la cellule du développement de la vie économique. C'est la famille. D'accord. Hein, que ce soit pour mais soumise à certaines règles. Elle n'a aucune autonomie, vous le savez. Elle avait effectivement très peu d'autonomie. Non, ce que je veux simplement souligner par mon propos, c'est qu'il n'y a pas de progrès qui ne soient pas des progrès paradoxaux. C'est-à-dire que chaque progrès entraîne des effets qui parfois en annulent les bénéfices. Je vais vous donner un exemple en essayant d'être le plus précis possible. La contraception. La contraception, au départ, pendant 10 ans, les Françaises n'en ont pas voulu. C'était extrêmement résistante à l'égard de la contraception. Et même, si vous voulez, pour avoir lu toute la presse de cette époque, les mouvements féministes qui militaient en revanche pour l'avortement avaient à l'égard de la contraception une certaine réticence, venue d'ailleurs des mouvements féministes américains. Pourquoi ? C'est parce qu'elles voyaient bien, elles sentaient bien que c'était là la réalisation du vieux programme de la phallocratie. Le libéralisme était en train de mettre en place ce dont les phallocrates rêvaient, c'est-à-dire le libre accès au corps féminin quand ils voulaient, au moment où ils le voulaient. C'est-à-dire la réduction de la femme à une marchandise. Voilà. L'objectisation de les femmes. C'est si vrai d'ailleurs. C'est si vrai que coïncide avec la diffusion de la contraception le formidable événement qu'a été l'arrivée du cinéma pornographique en France avec la loi Giscard qui, évidemment, autorisait dans les circuits, dans un premier temps, normaux, ça n'a pas duré longtemps, comme vous le savez. Ça n'a duré pas longtemps, mais l'année 75, l'héroïne de l'année 75, c'est pas Simone Veil avec la loi sur l'IVG. Non, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel, oui. 9 millions d'entrées, et dans les petites villes de province, on n'avait jamais vu ça. Alors, donc, vous voyez, d'un côté, la femme trouve un moyen, ce qui est très curieux d'ailleurs, parce que vous voyez, pendant très longtemps, moins de 10% des femmes prenaient la pilule pour toutes sortes de raisons, prévention à l'égard de la dérégulation hormonale, la crainte de la chimie. On est monté jusqu'à 60% de femmes qui utilisaient la pilule dans les années 90, aujourd'hui on est retombé à 33%. Voilà. Donc, il n'y a pas de progrès qui ne porte pas des effets négatifs. La libération sexuelle a eu pour rançon, et vous le savez, on discute beaucoup de ces années-là, c'est les années où la pédophilie
à micro ouvert, y compris à la télévision, Oui, avec le livre de Tony Enfin, Duvert. ne confondons pas libération sexuelle et pédophilie, quand même. Non, mais tout allait ensemble, André Berkoff. Non, Vous mais- avez vécu ces années-là. Non, mais cher Patrick Buisson, Tibère était un pédophile, hein, et Oui, c'était il y a oui, 2000 ans, oui, ça. non, mais d'accord. Donc c'est pas nouveau, Seulement, ça. il passait pas chez Pivot. Voilà. Oui, Donc, il y avait pas de c'était pas le Pivot, même ouais. impact. Voilà. Et donc, quand on prétend que ce type de comportement représente une norme sexuelle, Non, on bien sûr. influe sur les mentalités. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé à l'occasion des affaires Matzneff ou autres, de cette pétition signée par toutes les grandes consciences de gauche. Bien sûr. Et du livre de Cohn-Bendit, le pauvre Bayrou, qui a eu le malheur de lui rappeler en pleine campagne électorale à l'époque, s'était fait Mais aujourd'hui, pilonner. vous allez- aujourd'hui, on n'est plus là. Aujourd'hui, il sera en C'est fini. situation parce que le discours, effectivement, est plus audible. Donc, voilà, mon propos, c'est de dire, effectivement, Ouais. que la condition de la femme, encore que, vous avez aussi connu ces années-là, cette France du patriarcat était quand même une France tempérée par un contre-pouvoir matriarcal sérieux dès qu'on rentrait dans le foyer domestique. Alors les hommes faisaient les malins au comptoir, ils tenaient le Et conseil quand du rentrait à peuple. la maison, Voilà. le licol C'était arrivait. pas tout à fait, et y compris les paysannes. L'âme de la maison, celle qui décidait en définitive, c'était la femme. Je ne suis pas en train de vous raconter des légendes. Non, Toute la mais- littérature ruraliste nous raconte la même histoire. Oui, mais on se retrouve juste après ceci. Patrick Buisson, c'est passionnant. En fait, c'est pour ça qu'il aurait fallu avoir 1 heure. Hein. Mais je reviendrai, cher André Berkoff. Absolument. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous reprenons notre entretien avec Patrick Buisson, le sniper en chef de ces années 60, et justement qui parle de la femme, qui parle de l'Église, qui parle du père et de l'autorité. On va essayer de parler de beaucoup de choses, mais on fera revenir, vraiment, on reprendra avec Patrick Buisson, parce que beaucoup de choses à dire et très intéressantes. Juste un mot quand même, avant de finir sur cette femme au foyer, etc. Enfin, quand même... Patrick Buisson, c'est pas à vous que j'apprendrai Madame Bovary. Elle n'était pas très heureuse, Madame Bovary, hein, et toutes les Madame Bovary de l'époque. C'est-à-dire, elle était quoi, contaminée, étouffée, etc. Et toutes les héroïnes de ce temps-là, du 19e, fin 19e. Ah, alors, je veux bien, on parle après, vous avez raison de reparler que les femmes avaient du pouvoir, et puis les salons, même au XVIIIe siècle, les nidons de l'Enclos et autres, Montespan, on le sait, ça. Mais enfin, quand même, généralement, c'était pas quand même le paradis, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, il faut quand même distinguer 2 choses. La condition de la femme bourgeoise, dans les grandes villes ou en province, là, effectivement, c'est Madame Bovary, un ennui qui qui finit par, dans la dissipation, si j'ose dire, voilà. Mais la condition de la femme dans les milieux ouvriers et paysans, évidemment, était radicalement différente. Je veux dire simplement qu'un choix a été fait. Bon, alors ce choix, effectivement, j'entends bien que le travail, c'est une ouverture aux autres, c'est un enrichissement, etc. Mais ce choix, ça a été effectivement la génération du baby-boom. Hein, ces femmes qui ont eu, il y a une année où le nombre de naissances a dépassé 800 000, c'est l'époque où De Gaulle appelait 10 millions de beaux bébés pour repeupler la France. La France, oui. Elles ont voulu élever leur enfant. On leur a donné les moyens de le faire. Ça s'appelle l'allocation de salaire unique. Ça a duré, et c'était une allocation très importante, qui était l'équivalent pratiquement du SMIC, ou pas loin du SMIC. C'est-à-dire que c'était un vrai complément de salaire. Donc le choix avait été fait d'accompagner les mères qui voulaient élever leurs enfants parce qu'on considérait que la démographie était une donnée politique essentielle. Vous savez, c'est le vieux traumatisme de la guerre de 1870, on n'était pas assez nombreux, les Prussiens, 14-18, etc. Bon, voilà. Oui. Donc, le Parti communiste et les gaullistes, le RPF, étaient d'accord sur cette politique démographique dont ils disaient que c'était l'essentiel du redressement national. Si on voulait avoir une nation productive avec de la main-d'œuvre et puis capable de se défendre, il fallait refaire des enfants. Oui. Bon, ça a été un choix politique. Ce choix politique, nous l'avons abandonné dans les années 70 en désindexant l'allocation de salaire unique, puis en l'abandonnant. Bon, et nous avons par exemple construit des crèches qui a été un investissement considérable. Donc, sûr. on a pris cette option, les politiques ont pris cette option du travail féminin. Mais ils l'ont pris, et c'est là où je voudrais quand même un petit peu démonter le mythe chez André Berkoff, non pas par un amour sans limite pour le sexe Non pas par faible. machisme Ils l'ont pris dérégné, parce oui. qu'ils estimaient que le travail de la femme, et notamment le même problème se pose à l'époque, le travail féminin était l'armée de réserve du capitalisme, dans 2 domaines.
il fallait en faire des consommatrices. C'est l'époque, effectivement, où se développe la presse féminine, qui est la vitrine de tous les produits de cosmétologie. C'est les choses de Georges Perec. Et les choses de Georges Perec, c'est le monde de la consommation. Et en plus, c'était formidable, une armée de réserve en salariés qui permettait d'agir sur les salaires masculins. Ouais, c'est exactement le même raisonnement qui a prévalu pour l'immigration. Voilà, donc ce ne sont pas des philanthropes, André Berkoff. Ouais. Ce n'est pas par l'amour de la femme que ceux qui ont pris ces options politiques les ont prises. Voilà. Donc, voyons quand même les choses, comment elles se sont passées. Ce qu'il aurait fallu, c'est permettre aux femmes qui voulaient travailler de le faire, mais donner toujours aux moyens qui voulaient... donner aux femmes qui voulaient rester chez elles les moyens de continuer à le faire. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et c'est peut-être sans doute une erreur. Voilà. Alors parlons du mal. Alors là, ce n'est plus du ramollissement, c'est de l'évanescence. Ça vous a l'impression que le mal, le fameux mal, le guerrier, grande etc. débandade. Voilà, c'est la grande débandade, absolument. On ne pourrait pas trouver mieux, effectivement. Alors, ça y est, c'est après le redressement productif cher à Montebourg, c'est quelque chose en moins de rétréci, c'est ça? Écoutez, Romain Gary publie dans les années 70 un roman qui s'appelle Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et c'est sur le thème de la virilité. Et de l'impuissance. Oui, et l'impuissance. Et la métaphore du livre va très très loin, puisque le vieux blanc occidental paye des Nord-Africains ou des Noirs pour faire l'amour à sa femme, parce qu'il est plus capable de le faire. Il y avait aussi un peu de vérité entre un tiers-monde qui montait en puissance et un Occident qui déclinait. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui légitimait la domination masculine dans l'histoire? Elle est parlée comme ça. D'abord, les hommes ont voulu confisquer la culture, le logo, c'est le pouvoir, parce qu'au fond, ils étaient jaloux de ce pouvoir extraordinaire qu'avaient les femmes, c'est la reproduction biologique. Ouais. Donc les hommes ont voulu s'assurer la reproduction culturelle pour essayer d'affirmer une forme de domination. Reproduction biologique d'un côté, reproduction culturelle de l'autre. Et puis, la domination masculine s'est installée sur deux choses au XIXe siècle, sur l'impôt du sang, c'est-à-dire le service militaire, oui. Le fait qu'on leur demandait d'aller risquer leur vie, leur donnait une préséance dans la société. Guerriers. Oui. Et sur le fait qu'ils étaient les travailleurs à une époque où l'industrie réclamait des gens qui avaient une force physique importante. Ces deux fonctions qui assuraient la domination sociale des hommes vont disparaître. D'abord parce qu'après la guerre d'Algérie, il n'y a plus de guerre. Alors la conscription continue d'exister, mais c'est plus l'impôt du sang. Et puis Chirac supprime le service militaire, etc. Ça, c'est beaucoup plus tard, mais quand même, la fonction guerrière n'existe plus. Et quant à la fonction productive, eh bien, on assiste déjà au début de la désindustrialisation et de la dévalorisation de la force physique, puisqu'il y a les machines, d'abord, depuis le Fordisme et le Taylorisme, les machines remplacent les individus, et donc le prolétaire, le travailleur, tel que l'exaltait le stakhanovisme communiste, voit les valeurs qu'il portait, c'est l'espèce de masculinité superlative à travers les muscles, etc., totalement dévaluée dans la société, puisqu'au fond, la société qui monte, c'est la société du tertiaire, c'est plus la société des producteurs. Nous sommes déjà entrés dans une phase de désindustrialisation. Donc, tout ce qui faisait le soubassement ou le substrat de la domination masculine disparaît. Et donc, c'est une crise de la condition masculine. Et avec ça, vous ajoutez la pilule qui fait passer le pouvoir concrètement aux femmes. Evelyne Sudreau, sociologue, protestante du planning familial, dit « Nous avons dérobé aux hommes le feu du ciel ». C'est plus l'homme qui décide de la paternité, c'est la femme qui va arbitrer la paternité. Oui, et ça, c'est une loi votée aussi par les hommes. Et interrogeons-nous de savoir pourquoi les hommes l'ont voté à cette époque-là. C'est vrai, mais en même temps, il n'était pas mauvais que les femmes regagnent le contrôle de leur corps. Quand même, quand même. Moi, je ne suis pas là pour porter des jugements moraux. Je dis simplement que ces lois ont été votées par des assemblées masculine, voilà. Et donc, derrière les intentions morales affichées, le discours du politique, vous savez très bien, André Berkoff, parce que vous avez beaucoup d'expérience, qu'il y a souvent autre chose et des considérations moins nobles, moins hautes, plus terre à terre. Voilà. Non, donc, plus marchande. Voilà. La pilule, c'est au fond
l'institutionnalisation de l'adultère. C'est l'adultère sans risque. Mais d'ailleurs, ce sont les bourgeoises qui vont au planning familial. Le 5-7 pénard. Le 5 à 7 pénard. Voilà. Et où est le problème? Ah mais aucun problème. Je dis simplement que les motivations ne sont peut-être pas là où on les a situées. Voilà. Et donc ce sont les assemblées masculines qui ont voté ces lois. Donc l'idée du grand projet d'émancipation féminine existait peut-être dans certains esprits, certains cerveaux. Il n'est pas sûr qu'il habita, il n'était pas sûr qu'il habita tous les législateurs. Voilà. Vous voyez, c'est pourquoi je regrette, mais on va refaire Patrick Buisson. Je voudrais qu'on ait des auditrices et des auditeurs qui vous écoutent et qui vous parlent, non pas qui vous contredisent, qui vous parlent. En tout cas, c'est très très passionnant. C'est-à-dire que c'est vrai, ce livre, il pose effectivement les problèmes. Alors, on n'a pas le temps de parler de l'Église, et on va en reparler vraiment d'ici 15 jours ou 3 semaines, on va reprendre rendez-vous. Mais juste un mot. Pourquoi vous êtes si dur avec le préfet Grimaud et mai 68? Vous parlez du nursing du préfet Grimaud. Vous préférez le préfet l'allemand avec son traitement des gilets jaunes? Non, mais Grimaud ne voulait pas être Cavaignac, il ne voulait pas... oui, il a raison. C'est très louable. Mais quand vous confiez le maintien de l'ordre à quelqu'un qui n'est pas en osmose avec De Gaulle. De Gaulle souhaitait, vous le savez, Perfit l'a raconté et d'autres, une répression plus forte. Il se heurtait à l'opposition de Fouché, son ministre de l'Intérieur, de Jox, son garde des Sceaux, et de Grimaud, le préfet de police. Bon, donc ce qui est absolument insupportable, c'est d'entendre ceux qui ont écrit la légende de mai 68 vous parler de la nuit des barricades comme s'ils avaient risqué leur vie. La police avait des ordres, et on était bien avant l'affaire Malik Oussekine, pour être... quand je parle de nursing, c'est vrai. On faisait en sorte que les types interpellés rentrent chez eux avant le dernier métro pour que papa et maman, c'était les fils de la bourgeoisie. La bourgeoisie n'hésite jamais à faire tirer sur le prolétariat. C'est 1848, ce sont les grandes émeutes de la Commune, 1870. Mais quand ses fils sont dans la rue, elle est d'une Mais c'est pour ça que ça s'est arrêté au bout d'un mois et ça s'est fini dans l'œuf. Mais comment ne pas voir un réflexe de classe dans ça? Grimaud était là, c'était le papa poule des enfants de la bourgeoisie qui jetaient leurs gourmes. Mais qu'après, on ne vienne pas nous parler de l'insurrection de mai 68 ou de la nuit des barricades. On peut en rigoler 50 ans après, en sachant exactement ce qui s'est passé. Patrick Buisson, vous êtes le dernier marxiste. Ça me fait très plaisir. Et on va reparler de tout ça très bientôt.